des images floues de l'univers, à des photos claires et détaillées des étoiles et des planètes. Elles nous ont donné une toute nouvelle vision des galaxies. De l'appareil photo par l'Internet, en passant par la téléphonie cellulaire, à la réunion des trois en un seul appareil pratique, elles ont modifié notre façon d'assister aux événements historiques. Du patient emprisonné dans son propre corps à l'ordinateur commandé par la pensée, elles ont fourni un moyen de communiquer aux personnes atteintes de paralysie. Ce sont toutes des inventions des années 1990, une décennie marquée par la biotechnologie, l'informatique et le sans-fil. Du télescope Hubble au téléphone photo, en passant par le système d'atterrissage Mars Pathfinder, voici la révolution des inventions. Les premières photos prises par le télescope le plus cher du monde viennent d'arriver et toutes sont floues. L'appareil a besoin de verres correcteurs qui seront créés par un ingénieur spécialiste des techniques spatiales, particulièrement astucieux. On est en 1993 à Garching, en Allemagne. Jusqu'à maintenant, le travail de Jim Crocker a été un rêve devenu réalité. Il est ingénieur principal, rattaché au programme du télescope spatial Hubble. Il voulait contribuer à rendre possible l'envoi d'êtres humains dans l'espace pour explorer le ciel. Et Hubble allait explorer le ciel comme on ne l'avait jamais fait auparavant. Pour les astronomes, observer les étoiles avait toujours été une source de frustration, un peu comme de porter des lunettes qui ne correspondent pas à votre type de vision. Tout est flou. Les images ne sont pas au point. On a du mal à voir parce que l'atmosphère embrouille tout. Il est difficile de distinguer clairement les objets. L'envoi d'un télescope dans l'espace, hors de l'atmosphère terrestre, permettrait de surmonter ce problème. La construction du télescope Hubble, commencée en 1970, a duré 20 ans. Le 24 avril 1990, la navette spatiale Discovery de la NASA installe le télescope de 12 tonnes dans l'espace. À 600 km au-dessus de la Terre, Hubble est lancé sur son orbite circulaire. À l'intérieur du télescope, un miroir géant de 2,5 mètres réfléchit la lumière vers un miroir plus petit. Celui-ci concentre la lumière et la renvoie vers 5 appareils différents. Il y a d'abord 2 caméras. La principale prend de grandes photos de galaxies complètes, l'autre prend au téléobjectif des images d'étoiles ou de planètes isolées. Ensuite, 2 spectromètres qui convertissent la chaleur dégagée par les objets éloignés en images visibles. Enfin, un posemètre qui règle l'exposition pour les 4 autres appareils. Sur Terre, tout le monde attend l'arrivée des premières photos qui promettent d'être extraordinaires. Personne n'est plus excité que Jim Crocker. L'idée qu'il serait présent quand on verrait pour la première fois ces étoiles et ces galaxies comme avec des lunettes lui plaisait beaucoup. Mais quand les images commencent à arriver, les espoirs de tout le monde sont réduits à néant. Elles sont floues, troubles. Tout sauf nettes et précises. Elles étaient floues, on ne distinguait rien. Elles étaient inutilisables. Le télescope n'était pas au point. C'est une catastrophe. 20 ans de travail et 1 milliard de dollars ont possiblement été dépensés en pure perte. L'avenir même de la NASA est en péril. L'emploi de rêve de Jim Crocker s'est transformé en cauchemar. Il est venu en Allemagne prendre part à des réunions avec les meilleurs spécialistes mondiaux. Ils ont déterminé quel était le problème du télescope et il est de taille. Le miroir principal de Hubble, ont-ils conclu, a un défaut de fabrication. Sa courbure n'a pas le bon angle, ce qui suffit à rendre floues toutes les images.
C'était probablement le pire désastre imaginable pour l'astronomie américaine. Un échec plutôt embarrassant, à vrai dire. Le pire, c'est que maintenant que Hubble est en orbite, il est impossible de réparer le miroir. Bref, il faut trouver ailleurs la solution. En installant des miroirs sur le trajet des rayons lumineux entre le miroir principal et les instruments eux-mêmes, on pourrait corriger le défaut optique et régler le problème. Mais personne n'arrivait à imaginer un moyen d'installer ces miroirs. Jim aimerait bien être celui qui trouvera la solution, mais il ne se sent pas très inspiré pour le moment. Il décide d'aller prendre une douche. C'est dans cette douche de style européen qu'une idée géniale lui vient. La pomme de douche pouvait glisser le long de la barre horizontale. La pomme elle-même était montée sur un pivot de 20 cm de longueur. Ça permettait de l'incliner vers le haut, vers les côtés, à n'importe quel angle. Jim se dit, ne pourrait-on pas équiper le télescope de bras pivotants semblables à cette pomme de douche qui permettrait de mettre les miroirs en place? Jim et son équipe ont mis 3 ans à construire COSTAR, le dispositif grâce auquel ils espèrent pouvoir remettre au point les instruments astronomiques. COSTAR a l'aspect d'une grosse boîte, de la taille d'un réfrigérateur et 3 fois plus lourd. Il contient 12 miroirs montés sur des bras robotisés. Ils agiront comme des lentilles cornéennes ajustables pour les instruments à bord de Hubble. En décembre 1993, une navette spatiale de la NASA emmène COSTAR jusqu'au télescope en orbite. Il faudra 5 sorties dans l'espace en autant de jours pour terminer l'installation. Aucune mission, tout pays confondu, n'avait jamais exigé autant de sorties dans l'espace en une période aussi courte. Celle-ci était donc la mission la plus délicate qu'on ait jamais tentée jusqu'alors. Sur Terre, 2 semaines plus tard, les astronomes attendent l'arrivée des premières images. Les enjeux sont considérables, surtout pour Jim Crocker. Les enjeux sont énormes et la tension est extrême. Tout le monde sait que la possibilité de scruter le cosmos dépend de cette réparation. Les images arrivent enfin. Elles sont claires, précises, parfaites. Les scientifiques ont ressenti une joie intense et un immense soulagement à l'idée qu'on avait réussi à réparer le télescope et qu'il allait pouvoir fonctionner comme prévu. Le télescope Hubble a parcouru plus de 2,4 milliards de kilomètres en plus de 20 ans. Pendant cette période, les astronomes ont effectué des centaines de milliers d'observations des étoiles et des galaxies. Indiscutablement, notre vision de l'univers est beaucoup plus claire grâce à Jim Crocker et à son ingénieux COSTAR. Voici d'autres inventions de la décennie. En 1991, le World Wide Web, un immense réservoir du savoir humain désormais accessible d'un seul clic de souris. Le web a fait sortir Internet des établissements d'enseignement et l'a fait entrer dans les foyers. La même année, la webcam. Inventée par d'ingénieux étudiants de Cambridge pour surveiller les stocks de café au bout du couloir, elle est maintenant intégrée à presque tous les ordinateurs de la planète. En 1996, le clonage génétique. Voici Dolly. Cette copie carbone de sa propre mère a soulevé bien des inquiétudes. Si on peut cloner un mouton, pourquoi pas des humains? Dans quelques instants, une petite radio accomplit de grandes choses grâce à son inventeur britannique. Désormais, même les gens les plus pauvres peuvent avoir accès aux actualités, aux alertes d'urgence ou à toute autre information vitale grâce à une radio qui fonctionne à l'énergie musculaire sans nécessité de prise de courant ni de pile.
C'est l'œuvre d'un ingénieur britannique au grand cœur qui a l'habitude de ne jamais rien jeter. Par un bel après-midi de 1991, Travis Bayliss allume la télé et se met à regarder un documentaire sur l'épidémie de sida en Afrique. Je me suis dit, le seul moyen d'empêcher cette terrible maladie de se répandre partout en Afrique et dans bien d'autres lieux serait de mettre à profit la puissance de la radio ou de la communication. La plus grande partie de l'Afrique n'avait pas l'électricité. Les piles étaient la seule autre source d'énergie et elles coûtaient horriblement cher. Comme bien des gens, Trevor aimerait se rendre utile. Mais contrairement à la plupart des gens, il a peut-être la possibilité d'intervenir réellement. Il n'y a pas grand-chose qu'il ne peut pas faire. Il a été champion national de natation, acrobate et même cascadeur. Il est aussi ingénieur et il a conçu toute une variété de dispositifs à l'intention des handicapés. Mon but quand j'invente quelque chose n'est pas simplement de faire de l'argent, vous savez. Il s'agit le plus souvent de répondre à un besoin. C'est le besoin qui me motive. Ce qui motive Trevor en ce moment, c'est son désir d'aider le peuple africain à obtenir l'information dont il a besoin. Il se met à réfléchir à un poste de radio qu'il pourrait fabriquer pour lui et dont l'utilisation ne coûterait rien. Je pensais à mon vieux gramophone avec sa manivelle et je me suis dit, si on peut faire tout ce bruit en faisant passer un vieux clou rouillé sur un morceau de bakélite à l'aide d'un ressort, il y a certainement assez d'énergie dans ce ressort pour faire marcher une radio. Voilà. Dans son imagination, Trevor vient de concevoir une radio qu'on peut faire marcher en remontant une manivelle comme un gramophone. Son atelier, rempli de matériel recyclé, est l'endroit parfait où fabriquer un prototype. Je ne jette jamais rien. Ça peut sembler fou, je sais, mais si j'ai de la place pour le mettre, je le garde. Ça fait partie de mon tempérament, j'imagine. Trevor commence avec un vieux transistor qu'il a sous la main. Il lui faut maintenant une source d'énergie. Les piles sont interdites, mais cette petite dynamo pourrait faire l'affaire. La dynamo fonctionne en sens inverse d'un moteur électrique. Si on en actionne le mécanisme, il en sort de l'électricité. Les phares d'un vélo en sont un très bon exemple. En pédalant, on produit l'électricité nécessaire pour allumer les phares. Trevor branche donc sa dynamo au transistor. Il se sert d'un vilebrequin pour l'actionner, une mesure temporaire en attendant d'avoir conçu une manivelle qui fera le même travail. Le son qu'émet sa nouvelle invention est pour lui un enchantement. Le temps de trouver la soudure et toutes les petites pièces et les fils nécessaires, puis de faire le boulot, soit une demi-heure tout au plus, c'est le temps dont j'ai eu besoin pour prouver que mon idée tenait la route. Maintenant, Trevor n'a plus besoin que d'un ressort capable d'emmagasiner l'énergie une fois remontée. C'est le même type d'énergie que possède une montre qu'on a remontée. Trevor a beaucoup de ressorts, mais il lui en faut un qui soit à force constante pour que son poste fonctionne sans à-coups. Le travail de Trevor est arrêté, mais pas pour longtemps. Par le plus grand des hasards, en montant dans ma voiture et en bouclant ma ceinture de sécurité, j'ai pensé, un instant, voici une constante. Je suis donc allé chez un ferrailleur, où j'ai réussi à récupérer un ressort à force constante. Et toc! Muni d'un ressort de ceinture de sécurité, l'invention de Trevor est une radio à manivelle parfaitement fonctionnelle. On la remonte pendant 30 secondes pour obtenir 14 minutes d'utilisation. Il ne reste plus qu'à lancer la fabrication. Évidemment, c'est l'aspect le plus difficile. Pendant 3 ans, Trevor n'essuie que des refus de la part des investisseurs potentiels. Avec mon brevet en main, je suis allé voir tous ceux à qui je pouvais penser. Et tous ont dit non. De nombreux inventeurs auraient abandonné la partie. Mais cet ancien cascadeur a une idée audacieuse. Il contacte la BBC
et lui fait valoir que sa radio à manivelle pourrait rendre des services inestimables en Afrique. La BBC mord à l'hameçon. So you think there really is a market? I think there's a tremendous market if it's marketed at an affordable price. Le plus beau de l'affaire, c'est que deux investisseurs voient l'émission et sautent sur cette occasion d'investir. Avec eux, Trevor fonde une société au Cap, en Afrique du Sud. Bientôt, ces postes de radio sortent en masse de la chaîne de production. Trevor obtient enfin la reconnaissance qu'il mérite. Il est décoré de l'Ordre de l'Empire britannique et reçoit les remerciements de son héros Nelson Mandela. Mais le plus grand honneur pour lui consiste à voir son invention à l'œuvre, là où elle peut rendre service. Quand je vois les gens danser ou sauter de joie, c'est parce que c'est le premier poste de radio qu'ils aient jamais pu posséder. Et que je pense au fait qu'ils n'ont pas besoin d'une ligne électrique depuis l'Éthiopie pour le faire fonctionner. C'est vraiment un grand honneur pour moi, un grand privilège. Grâce à Trevor Bayliss, des millions de gens sur la planète ont maintenant un bien meilleur accès qu'avant à l'information. Voici d'autres inventions de la décennie. En 1994, Bluetooth. Le premier casque d'écoute sans fil rend possible la communication main libre et crée toute une génération d'utilisateurs qui ont l'air de parler tout seuls. En 1995, le système de localisation GPS est lancé sur le marché. Quand vous ne savez pas comment vous rendre à destination, le GPS vous l'indique, que vous soyez au volant d'une voiture ou aux commandes d'un avion. En 1996, Marv le robot. Il fait 16 cm3 en tout et pour tout. C'est l'un des précurseurs de la nanotechnologie. Les capteurs de cet espion robot miniature peuvent détecter des armes chimiques ou biologiques dans les endroits les plus exigus. Dans quelques instants, le premier cyborg. Un neuroscientifique irlandais branche l'homme à la machine. La connexion homme-machine, naguère rêve inaccessible, permet maintenant à des gens souffrant de paralysie de se servir d'un ordinateur. Au départ, il y a l'idée géniale d'un neuroscientifique irlandais. On est en 1997 à l'hôpital universitaire Emory en Géorgie. Philip Kennedy examine le patient Johnny Ray pour la première fois. Johnny a récemment été victime d'une attaque cérébrale qui l'a laissé paralysé. Son cerveau continue de fonctionner normalement, mais son tronc cérébral est détruit. Les ordres du cerveau ne se rendent plus au reste du corps. Johnny souffre de ce que les médecins appellent le syndrome d'enfermement. Il ne peut ni bouger ni parler. Il ne peut que cligner des yeux. Il est prisonnier de son propre corps. Cela fait 30 ans que Kennedy essaie d'aider les patients comme lui. Quand il était étudiant en médecine, il a rencontré une victime de la polio et cela a changé sa vie. C'était un garçon brillant, éveillé, intelligent et il était incapable de bouger. J'ai trouvé ça très traumatisant. Je pense que ça a fait germer dans ma tête, quelque part, la volonté d'aider ce garçon et les gens comme lui. Kennedy se dit que le pire avec ce syndrome, c'est l'incapacité de communiquer. Il sait que le cerveau de Johnny fonctionne toujours. Ne pourrait-on pas lui apprendre à contrôler un ordinateur avec sa pensée? Pour ça, il faut d'abord pouvoir brancher la machine au cerveau du patient. Kennedy conçoit un tube de verre destiné à accomplir deux choses. D'abord, il sera implanté dans le cerveau de Johnny afin que de nouveaux tissus nerveux en se développant le traversent. Puis, grâce au fil qu'il contient, il captera les signaux nerveux produits par ces nouveaux tissus et les transmettra à un appareil enregistreur situé à l'extérieur du cerveau du patient. Kennedy baptise son invention électrode neurotrophique. Mais fonctionnera-t-elle? Il commence à faire des expériences sur des rats de laboratoire.
Il leur implante son électrode dans le cerveau. Au bout d'une semaine, il examine les rats et les résultats sont encourageants. Du tissu nerveux s'est effectivement développé à l'intérieur de l'électrode et son ordinateur reçoit des signaux. La première étape de l'expérience est concluante. Après avoir examiné les rats et compris que mon électrode fonctionnait, j'étais absolument ravi. Je savais que je devais continuer coûte que coûte. Après un long et minutieux travail de mise au point, Kennedy est prêt à implanter son électrode dans un cerveau humain. Mais il doit d'abord obtenir l'autorisation du principal intéressé. Hello, Johnny. My name is Dr. Philip Kennedy. C'est-à-dire le patient, John Ray. I may have a way to help you communicate again. It's a new procedure. It involves a brain-computer interface. Voici maintenant la question décisive. Would you be willing to give the neural connector a go? Un clignement d'yeux veut dire non. 2 veut dire oui. Good man. Johnny était un homme très courageux. Il savait que même si cette tentative ne lui apportait aucun bénéfice, il aurait du moins tout fait pour essayer d'établir une connexion. Le 5 août 1997, Johnny est conduit à la salle d'opération. Philip Kennedy, lui, est sur des charbons ardents. Il y avait beaucoup en jeu. Si on faisait une erreur, si on provoquait des convulsions ou une hémorragie cérébrale, ça aurait probablement stoppé net toute la recherche. Dans la salle d'opération, l'équipe chirurgicale implante l'une des électrodes de Kennedy dans le cortex moteur de Johnny, la partie de son cerveau qui commande les mouvements musculaires du corps. Johnny se tire sans mal de l'opération. Au bout de 2 semaines, du nouveau tissu nerveux s'est développé dans l'électrode et a commencé à envoyer des signaux. Avec son équipe, Kennedy entreprend d'enregistrer les signaux. Puis, à l'aide d'un programme informatique qu'il a mis au point, il transforme ces signaux en commandes que l'ordinateur pourra comprendre. Enfin, le chercheur et son patient sont fin prêts pour l'examen final. C'est l'heure de vérité. Qui dira à Kennedy si son invention fonctionne ou pas? Johnny, now think about moving your arm. Johnny obéit aux instructions. Quand il pense à bouger son bras, cela devrait déclencher des signaux dans les nouveaux nerfs de son cortex moteur. L'électrode transmettra ces signaux à l'ordinateur. Celui-ci est programmé pour interpréter les signaux comme une commande de déplacer le curseur sur l'écran. Kennedy retient son souffle. Ça y est, le curseur se déplace. Son électrode accomplit exactement ce qu'elle est censée faire. Il avait alors, comme vous, avec votre souris, la possibilité de déplacer le curseur de gauche à droite ou n'importe où sur l'écran. Ensuite, il ne reste plus qu'à pouvoir cliquer. Pour ça, on a utilisé un vestige d'activité musculaire sur le côté de son cou. Bientôt, Johnny arrive à écrire des mots à l'ordinateur. Un jour, il réussit même à surprendre le grand inventeur. Il a écrit mon nom. Ça a été une révélation. Je me suis dit, ça y est, il maîtrise son ordinateur. Kennedy cherche maintenant à utiliser son électrode neurotrophique pour redonner la parole aux patients. Il en a certainement fait davantage que quiconque pour libérer de leur prison les victimes du syndrome d'enfermement. Voici d'autres inventions de la décennie. En 1997, Deep Blue, l'ordinateur d'IBM qui réussit enfin à battre le champion des échecs, Garry Kasparov. Ce dernier remporte seulement une partie sur 6. Il en conçoit un certain dépit. Inventé la même année, le lecteur MP3 permet l'échange de fichiers musicaux dans le cyberespace.
Qui aurait cru que des milliers de chansons pourraient tenir dans un objet aussi petit? Dans quelques instants, des photos envoyées par téléphone. Un ingénieur en logiciel français réussit une combinaison gagnante. On vise, on appuie, on envoie la photo à tous nos amis. C'est ce qui s'appelle vivre dans l'instant. Voici l'appareil photo qui nous suit partout. Le premier à en avoir eu l'idée, c'est ce mordu d'informatique qui donne le meilleur de lui-même quand il travaille sous pression. Nous sommes en juin 1997, dans un hôpital de Santa Cruz. Philippe Kahn risque d'être en retard pour le lancement du produit le plus important de sa vie, la naissance de son premier enfant. Ce concepteur de logiciels a de nombreuses premières à son actif. Sa spécialité consiste à faire fonctionner ensemble différents appareils. C'est lui qui a mis au point le logiciel permettant de synchroniser les assistants numériques personnels et les ordinateurs. Philippe est peut-être un as de l'informatique, mais il n'est absolument pas dans son élément dans une salle d'accouchement. Just go. On avait suivi des cours prénataux et tout ça. Mais ça a été le coup classique. J'ai simplement dit « Respire bien, détends-toi ». Et aussitôt Sonia se tourne vers moi et me dit « Laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais ». Philippe s'installe dans la salle d'attente et il déballe ses appareils de technologie de pointe. Appareil photo numérique, téléphone cellulaire et ordinateur portable. Son intention est d'annoncer la naissance du bébé à toutes ses connaissances. Vous savez, on se disait qu'on ferait comme tout le monde, qu'on enverrait un courriel disant « Sophie est née, elle pèse 30 kilos, elle est en bonne santé » et tout ça. Mais tout à coup, je me suis dit « Il y a peut-être moyen de faire mieux que ça ». Philippe décide de faire sensation en prenant une photo du nouveau-né qu'il joindra au courriel. Mais il a un problème de taille. À cette époque, les lieux publics ne sont pas équipés de connexion Internet sans fil et il n'arrive pas à trouver une prise téléphonique ou brancher son ordinateur. Hello? Oh, hi, Grandma. Il est sur le point de faire une promesse qu'il ne pourra peut-être pas tenir. I promise. All right, bye. Philippe est maintenant obsédé par son désir d'annoncer la naissance sans délai. Tout à coup, il a une idée. Son téléphone cellulaire ne peut pas non plus se connecter à Internet, mais il est relié à un réseau téléphonique sans fil. Philippe se dit que son téléphone pourrait envoyer la photo jusqu'à un site web hébergé sur son ordinateur à la maison, qui est connecté à Internet en permanence. Je devais prendre une photo, créer un lien sur un site web au moyen du réseau sans fil, téléverser la photo, puis envoyer automatiquement des courriels aux quelques 2000 noms de ma liste d'envoi. Sonia? C'est une folie de penser qu'il pourra mettre au point sa nouvelle technologie à temps. Mais Philippe ne s'est jamais laissé arrêter par ce genre de défi. Tout d'abord, dans son ordinateur portable, il élabore un programme qui indiquera à son téléphone comment envoyer des photos par le réseau sans fil. Ensuite, il doit pouvoir relier entre eux les trois appareils: l'ordinateur, le téléphone et l'appareil photo. Il se lance dans le travail de soudure le plus rapide de sa vie. S'il atteint son but, ce sera de justesse. En effet. Mr. Khan, it's time. Le difficile accouchement a duré 18 heures. Mais Sonia et la petite Sophie sont finalement prêtes à mettre à l'essai l'invention de Philippe. Il prend une photo, ce qu'il voit lui plaît. Il lui faut maintenant envoyer la photo à l'aide de son téléphone. Il commence par la téléverser sur son portable, comme il le fait toujours.
Puis, le téléphone étant branché au portable, il lance son nouveau programme. La photo et le courriel annonçant la naissance sont transférés au téléphone. Celui-ci les transmet par le réseau sans fil jusqu'à l'ordinateur à la maison. Cet ordinateur est programmé pour envoyer automatiquement le courriel et un lien vers la photo. Il ne reste plus qu'à attendre fébrilement de voir si le système fonctionne. Hello? Grandma, you got it? Yeah. She's beautiful. Yeah. Il y a eu 2 naissances en fait ce jour-là. Celle de Sophie, évidemment, très importante, et probablement celle du téléphone appareil photo. Le dispositif de Philippe est un précurseur encombrant des appareils épurés d'aujourd'hui, mais il n'en fait pas moins l'envie des mordus d'informatique de l'époque. On m'envoyait des courriels disant « Comment fais-tu ça? On voit que tu le fais en temps réel. On peut en avoir un? » Aujourd'hui, le téléphone appareil photo est l'un des gadgets les plus populaires de la planète. Il permet à chacun de prendre une photo ou de filmer une vidéo et de l'envoyer instantanément n'importe où. Tout ça parce que ce génie de la technologie qu'est Philippe Kahn est un type très déterminé. Voici d'autres inventions de la décennie. En 1998, la cellule souche, une guérisseuse aux pouvoirs multiples. Capable de se transformer en n'importe quel autre type de cellule, elle permet de réparer les parties endommagées du corps. Inventé la même année, le BlackBerry. Semblable à un ordinateur, ce téléphone est muni d'un clavier qu'on manipule facilement avec le pouce. Dans quelques instants, place au rebondissement. Un jeune ingénieur fait atterrir son premier engin spatial sur la planète Mars. Comment faire atterrir un engin spatial sur Mars? Il suffit de le faire rebondir sur les rochers après l'avoir enveloppé d'un coussin gonflable géant fabriqué dans un matériau approprié. C'est une méthode risquée, mais elle fonctionne. Tout ça grâce à l'instinct d'un jeune ingénieur spécialisé dans les techniques spatiales qui savait reconnaître une bonne idée. On est en 1992, au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en Californie. Tom Rivellini n'a que 24 ans, mais on lui a confié la direction d'une équipe chargée d'une tâche très délicate. La NASA souhaite envoyer une mission d'exploration sur Mars, mais elle a un petit problème. Elle dispose pour la mener à bien d'un budget extrêmement restreint. Les contribuables américains ne portent pas l'agence spatiale dans leur cœur en ce moment. Il y a eu la catastrophe de Challenger en 1986. Puis, tout récemment, les coûteuses réparations au télescope Hubble, pourtant presque neuf. Mais la NASA peut compter sur un précieux allié, le président Clinton. We are committed to the aggressive plan we have put in place for robotic exploration of Mars. La mission est lancée. Elle s'appelle Mars Pathfinder. Un engin spatial transportera un atterrisseur jusque sur Mars. À l'intérieur sera placé un robot mobile appelé Sojourner, qui parcourra la surface de la planète pour recueillir des données scientifiques. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire atterrir l'atterrisseur. Résoudre ce problème sera la tâche de Tom Rivellini et de son équipe. Déjà quand il était enfant, Rivellini rêvait d'être ingénieur, même s'il s'y prenait à l'envers. J'étais le type même de l'enfant qui aime tout démonter. Ma mère devait cacher le grille-pain et les autres objets. Elle les rangeait sur la plus haute étagère pour que je ne puisse pas y toucher. Mais entre la démolition d'un grille-pain et les énormes enjeux de cette mission, il y a tout un monde. Faire atterrir un engin spatial sur Mars présente des risques considérables. La première difficulté à surmonter, c'est l'atmosphère très ténue de la planète rouge. L'atmosphère est si ténue qu'elle ne permet pas d'assurer un atterrissage en douceur avec un simple parachute. De plus, Pathfinder sera lancé dans l'espace à plus de 27 000 km/h. Ce bolide pourrait s'écraser au sol après un atterrissage forcé. Il y a des rochers partout, des dunes de sable, des montagnes, des collines, des ravins.
C'est comme lancer votre ordinateur portable d'un avion et espérer qu'il atterrira sans dommage au milieu des rochers. Il faut trouver un moyen de réaliser ça, et c'est très difficile. Après 3 mois de travail intense, l'équipe de l'atterrissage n'a pas réussi à trouver la moindre idée qui tienne la route. Puis un jour, Rivellini voit quelque chose qui l'inspire. Un vieux croquis des années 1960 représentant d'étranges coussins gonflables. Il se dit, on pourrait peut-être y arriver comme ça. Je me suis mis à feuilleter le document et j'y ai découvert des idées extrêmement pertinentes. C'était fantastique. Quand Rivellini présente l'idée à son équipe, le tout semble quand même un peu fou. We're going to take Pathfinder and drop it on the surface of Mars and let it bounce like a rubber ball. Mais que penseront les dirigeants de la NASA d'une idée aussi risquée? On a soumis une proposition à nos patrons et elle a été retenue. Ça a été un grand jour pour tout le monde, parce que jusqu'à ce moment-là, tout ça n'était qu'une idée. Mais maintenant, on avait le feu vert. On était en route vers Mars. Toute l'équipe de la NASA élabore un plan en 4 étapes pour un atterrissage réussi sur Mars. Première étape. Pendant que l'atterrisseur se dirigera à toute allure vers la surface de la planète à près de 2000 km/h, un parachute s'ouvrira. La vitesse est toujours supérieure à celle du son et l'ouverture d'un parachute est un événement d'une grande violence. Le parachute freine l'atterrisseur, mais seulement jusqu'à 300 km/h. Il faut passer à l'étape 2, le déploiement des coussins gonflables. Puis, à l'étape 3, le déclenchement de 3 fusées de freinage orientées vers le bas. À littéralement 20 ou 30 mètres de la surface, on allume les fusées. On file encore à 300 km/h. En donnant un coup de frein, on ramène la vitesse à près de 0, à 8 ou 10 mètres du sol. Quatrième étape, l'atterrisseur touche le sol et se met à rebondir sur la surface. C'est la partie la plus risquée de l'opération. Rivellini et son équipe doivent s'assurer qu'elle se déroulera correctement. Assez rapidement, ils s'entendent sur une forme propre à minimiser l'effet de choc sur la surface extérieure des coussins gonflables. Imaginez un ballon de soccer dont toutes les pièces, au lieu d'avoir une surface plane et lisse, présenteraient des protubérances et des courbes. Cela permettrait d'augmenter la pression de gonflage ou d'utiliser des matériaux plus minces. Mais quel type de matériaux utiliser? C'est la prochaine question à résoudre. Rivellini sait que le mince nylon des coussins gonflables des voitures n'est pas assez résistant. Ils sont conçus pour se presser contre un visage. Un visage ne peut percer un coussin gonflable. Sur Mars, par contre, on s'écrase au sol à la vitesse d'un bolide. Un sol jonché de rochers pointus, de collines et de toutes sortes de surfaces inattendues. Rivellini et son équipe essaient toutes sortes de matériaux possibles. Aucun ne fait l'affaire. Ils finissent cependant par en trouver un qui semble prometteur, le Vectran. C'est un matériau formidable, semblable au Kevlar, mais doté d'une flexibilité bien supérieure. Ça permet de le plier et de le replier de façon répétée, sans le déchirer ni l'user. Mais quand l'équipe met le Vectran à l'épreuve en faisant subir une série de tests rigoureux à différents modèles de coussins, elle n'obtient que des résultats désastreux. C'était absolument terrible. Nos coussins gonflables étaient réduits en pièces, comme s'ils n'avaient même pas été là. Aucun de nos différents concepts ne marchait. Le temps file. Le lancement n'est que dans 1 an, mais c'est à peine suffisant pour construire et tester de nouveaux modèles de coussins. Le pire, c'est que la date du lancement ne peut être reportée. La fusée n'aura pas assez d'énergie pour se rendre jusqu'à Mars que pendant une courte période de 2 semaines. La Terre et Mars seront alors aussi proches que possible l'une de l'autre. Ça ne se produit qu'une fois tous les 2 ans. Okay, nothing's working. You guys go to lunch.
la mission Mars Pathfinder est en péril. L'équipe de Tom Rivellini n'arrive pas à concevoir des coussins gonflables assez résistants pour permettre à l'atterrisseur de se poser indemne sur Mars. La carrière de Rivellini est en jeu. Chaque fois que j'allais voir mon chef de projet, il me prenait par les épaules et me disait « Tout le programme repose sur ces coussins gonflables. Il faut que tu arrives à les faire fonctionner. » Quelle que soit l'épaisseur des couches de Vectran, les coussins gonflables échouent à tous les coups. On n'avait pas le moindre essai concluant à notre actif depuis le tout premier jour. Aucun coussin gonflable n'avait subi avec succès l'épreuve de choc. Un point, c'est tout. Un jour, Rivellini se met à réfléchir aux coussins gonflables qui ont si lamentablement échoué. Certains d'entre eux ont à vrai dire donné de meilleurs résultats que les autres. Il comprend tout à coup desquels il s'agit. C'était ceux qui avaient le plus grand nombre de couches. La résistance des couches elles-mêmes importait peu. C'est leur nombre qui comptait. L'équipe de Rivellini fabrique aussi vite que possible une nouvelle série de coussins. Ceux-ci comportent 5 minces couches de Vectran. Voici le test décisif. On n'est plus qu'à 2 mois de la date de livraison des coussins gonflables en prévision du lancement. 4 seconds. Si ces coussins se déchirent, c'en est fait de la mission. 2 seconds. 1 second. Release. Cette fois, les coussins réussissent brillamment leur examen. Good job, folks. Mars Pathfinder est lancé le 4 décembre 1996. Il voyagera dans l'espace pendant 7 mois entiers, parcourant près de 500 millions de kilomètres. Le 4 juillet 1997, fête de l'indépendance américaine, Pathfinder est sur le point d'atterrir sur Mars. Toute l'équipe se réunit dans la salle de commande et attend le verdict. Rivellini et l'équipe du coussin gonflable sont sur le point de vivre 6 minutes terrifiantes. Si un seul maillon de la chaîne ne fonctionne pas, toute la mission échoue, tout simplement. Et la technologie des coussins gonflables représentait l'un des tout derniers maillons de la chaîne. Aucun élément visuel ne permet de suivre le déroulement de la manœuvre. Seuls des signaux sonores indiquent si les différentes étapes de l'atterrissage ont réussi ou non. Les premiers signaux commencent à arriver. Tant que Rivellini n'a pas entendu le signal sonore indiquant que l'atterrisseur a fini de rebondir, la mission entière est encore en péril. Enfin, le voilà. L'atterrissage est réussi. J'ai ressenti une joie intense, un vif sentiment d'avoir accompli quelque chose, une grande satisfaction. Ça a été une des plus belles journées de ma carrière, à coup sûr. Le lendemain, Sojourner sort de l'atterrisseur et inaugure une nouvelle ère dans l'exploration de Mars. En près de 3 mois, Pathfinder fournit une quantité de données sans précédent. L'atterrisseur et le robot mobile continueront de fonctionner beaucoup plus longtemps qu'on ne l'espérait. Mais la mission Mars Pathfinder n'aurait jamais réussi à atterrir sans l'ingéniosité et la persévérance de Tom Rivellini et de son équipe. Voilà qui conclut notre émission sur les années 1990, une décennie marquée par la haute technologie dans ce qui a été le siècle le plus innovateur de l'histoire.